Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Googlet. La chaîne de Googlet, c'est la chaîne où on discute de marketing, de nouvelles technologies et de tout ce qui peut entourer ces éléments-là. Aujourd'hui, comme vous le savez, on a un podcast spécial, un spécial éducation avec un invité. On va aller le rejoindre très bientôt. Mais avant ça, comme on a un horaire super chargé, puis qu'on a commencé avec un peu de retard, mais c'est de ma faute. C'est vraiment de ma faute, c'est de mon côté. Il n'y a pas personne d'autre, c'est juste moi. Ce qu'on va être en mesure de faire, ça va être de discuter rapidement de nos nouvelles, et puis par la suite d'entrer rapidement en contact avec notre invité. Je vais pour ça immédiatement passer avec Michel Bouchard. Bonjour Michel. Allô, Jean-François. Comment ça va Michel? Ça va mieux, toi. Ça va juste un peu rusher. Pas de trouble de mon côté. Je suis habitué à la pression. Je vis bien sous ça. J'aimerais féliciter Michel pour sa nouvelle caméra. Il est bien content de l'avoir. C'est super nice. C'est beau. Il y a vraiment, là, on voit le jaune maintenant qui ressort. Il est flash. Là, c'est un vrai jaune. Là. Michel, ta nouvelle? Ouais. Écoute, cette semaine, peut-être moins numérique comme nouvelle, mais j'avais envie de rebondir sur la situation avec Carey Price, Canadien de Montréal. Parce que déjà, on avait vu avec Jean Drouin au printemps dernier qui avait pris un petit peu de recul. Ça a fait beaucoup jaser par rapport à la maladie mentale dans les sports professionnels. Puis plus largement, même dans le monde de l'entrepreneuriat, ça a fait jaser. Puis tu te souviens, cet été, on avait appuyé l'Abri du Gamer qui vient en aide justement pas juste des jeunes, hein? Il y a des adultes aussi dans leur clientèle. Fait que je trouvais que c'est une bonne façon de relancer l'importance finalement d'organismes qui viennent en aide au monde en ligne, puis de faire de l'éducation numérique pour faire un lien aussi avec ce dont on va parler aujourd'hui par rapport à ces ressources-là. Il y a beaucoup encore de tabous, malheureusement. Je regardais les réseaux sociaux après l'annonce de Carey Price, c'est ridicule à quel point même il y en a qui vont rebondir de manière négative là-dessus. Fait qu'il y a encore de l'éducation à faire, mais je trouve que c'est une bonne... Au-delà que c'est pas une bonne nouvelle pour Carey Price lui-même, là, ce qui se passe dans sa vie. C'est un très bon exemple à suivre pour ceux qui ont besoin d'aide, puis il y a plein d'organismes pour les appuyer, dont l'Abri du Gamer, qu'on avait appuyé l'été dernier. Exact, qui est une très belle organisation, une organisation de Trois-Rivières, et on en est très fiers d'ailleurs. De mon côté, mes nouvelles, vous ne serez pas surpris que je parle de la panne de Facebook. Cette panne-là qui a été majeure, qui a changé bien des choses. On s'est rendu compte à quel point, on était ultra dépendant aux outils, que que notre communication passait beaucoup par les outils de Facebook. Quand on parle de Facebook, c'est Facebook, mais c'est WhatsApp, c'est Messenger, c'est Instagram. Donc, on a vraiment été sous le choc pendant plusieurs personnes. Mais je veux juste passer du temps, pour le commun des mortels qui l'utilisent, mais je veux juste lever mon chapeau à tous les stratèges numériques qui ont eu affaire à cette panne-là. On est forcé de passer par là. Nos stratégies de communication sont généralement basées là, d'avoir notre moment de panique, puis de voir que nos publications ne pensent pas, que notre communiqué ne pense pas, c'est toujours un peu inquiétant. Vous avez bien fait, lâchez pas. Facebook, qu'est-ce qui est arrivé? C'est une erreur humaine à l'interne, donc c'est vraiment des problèmes avec les serveurs, puis avec les différentes annotations des serveurs. Pendant un bout de temps, c'est comme si on téléphonait à un numéro, puis que le numéro était plus en service. C'est exactement ce qui est arrivé. Mais c'est ça, c'est le problème qu'on a eu. Pour pallier à ce problème-là, c'est sûr qu'on suggère fortement la citoyenneté numérique, être capable justement de se casser la tête, mais de l'éducation aussi. Puis en parlant d'éducation, écoute, on a aujourd'hui probablement une des têtes qui est les plus en vue maintenant, sans faire de mauvais jeu de mots, dans le point de vue de l'éducation, qui se prépare d'ailleurs, qui va faire sa conférence très bien la semaine prochaine, Maxime Pelchat, voyons, je vais être mélangé, c'est sûr. Maxime, salut Maxime. Salut vous deux. Ça va super bien, merci. Toi, tu es en conférence la semaine prochaine? Ben là, ouais, c'est ça. C'est toute une présentation. Là. Je me sens quasiment... Il faut que je travaille mon humilité après une présentation comme ça. Mais j'ai la chance de présenter un petit 30 minutes de conjoint au sujet des badges numériques au gros événement de Montréal Connect, organisé par le Printemps numérique de Montréal.
Et puis que pour la deuxième année, là, s'il avait fait ça l'automne passé, pour la première fois, totalement en virtuel. Fait que là, on a une deuxième année aussi tout en virtuel. Fait que ça va être une présentation, une nouvelle présentation avec nos partenaires chez Contrôle Web, une petite boîte super dynamique de Montréal qui fait du développement web puis qui nous aide à développer, dans le fond, tout notre environnement de badge numérique. Fait qu'on parle de ça, l'avenir du badge numérique dans le monde de l'éducation, mais dans une perspective très, très large, et notamment qui inclut la notion de formation continue aussi, donc l'apprentissage tout au long de la vie et pas nécessairement juste dans le parcours scolaire initial là, que tout le monde passe dedans, là, primaire, secondaire, puis après. Là, fait que c'est vraiment dans une perspective de développement de compétences constant, puis je pense que c'est un peu des thèmes que vous abordez une fois de temps en temps, Michel et toi, là, pendant vos nombreuses discussions. Oui, en effet. Puis, on rappelle que Maxime, c'est le stratège numérique du Cadre 21, entre autres, qui est le Cadre 21. Rappelle-moi un peu, c'est quoi le Cadre 21, Maxime? Le Cadre 21, c'est le centre d'animation et de développement et de recherche en éducation pour le 21e siècle. Fait que c'est un long acronyme qu'on rapetisse à Cadre 21. Donc, on est un OBNL qui est basé à Montréal et qui travaille pour appuyer le développement professionnel des acteurs en éducation, principalement les enseignants, mais tous ceux qui gravitent autour pour les appuyer dans le développement professionnel, parce qu'à l'époque, là, ça a juste 5 ans, là, le Cadre 21, en soi, là, puis c'est une initiative de la Fédération des écoles privées, la Fédération des établissements d'enseignement privé, exactement, la FEEP, qui justement avait fait un constat comme de quoi il y avait une démotivation là, au début des années 2000 qui était très marquée là, chez les élèves. Puis dans les solutions, les pistes de solutions qui avaient été pointées, il y avait le fait de, si on peut appuyer le développement professionnel des enseignants, ça a un impact sur la motivation et ultimement sur la réussite des élèves. Et puis c'est comme ça qu'est né ce chantier-là. Puis ce que ça a donné comme résultat concret, c'est tout d'abord une plateforme d'auto-formation en ligne qui permet justement à un réseau d'éducation qui est déjà sous pression avec les horaires bien pleins de pouvoir venir se ressourcer. Fait que c'est comme ça que le projet est né. Fait que c'est essentiellement ce qu'on fait là, d'appuyer la formation continue des profs. Et puis, ben là, notre mandat commence à s'élargir un peu parce qu'on vient cogner à notre porte aussi là, dans un principe de, comme je disais tout à l'heure, de formation continue plus large aussi là, chez, les autres acteurs de l'éducation, mais même à l'extérieur, ceux qui ont dans leur mandat, à un moment donné, dans leur secteur respectif, de former d'autres personnes. Donc, on commence à appuyer aussi la formation de formateurs qui vont eux-mêmes former des personnes qui seront en formation continue. Le fameux train the trainer qui devient à ce moment-ci ultra important parce que tout ce qui est formation a aussi évolué à la vitesse grand V en dedans d'un an et demi, 2 ans. Où tout d'un coup, tout ce qui était appris, puis tout ce qui était très axé sur le contact humain, l'empathie, maintenant il y a une barrière tout d'un coup là, qui vient de se monter, qui est la technologie, puis on a une barrière de savoir, on a une barrière d'utilisation, on a une barrière de maîtrise de ça. Puis il y a des personnes qui sont moins habiles aussi, autant avec l'utilisation qu'avec la communication à travers l'outil. Écoute, écoute, c'est le mot du jour, tu avertis, OK? C'est ça, là. Écoute, ça va être ça. Michel, Michel, on avait hâte de rencontrer Maxime parce que on en discute souvent sur le podcast, justement, là, sur la citoyenneté numérique, être capable là, de comprendre, de saisir un peu mieux toutes les différentes actions qu'on va porter. Michel, tu es un ancien professeur. Toi aussi, tu as déjà enseigné, tu as déjà fait des charges de cours. Fait que aussi, on touche un peu à tout cet univers-là, de près et de loin. Mais on se demandait, aujourd'hui, terrain, là, ça fait 1 an et demi, là, presque 2 bientôt, là, que la pandémie a frappé puis a bouleversé complètement, oui, les petites entreprises, mais le monde de l'éducation aussi. On en est où? Les défis. Quels sont les défis qui sont à relever encore? Parce que quand on a discuté ensemble, je rappelle qu'on a discuté ensemble au mois d'avril l'année passée, puis là, il y avait des défis justement sur l'utilisation de la technologie, l'utilisation des différentes plateformes. Être capable même juste de rendre disponible la technologie à tout le monde, parce qu'on s'est rendu compte que c'est pas tout le monde qui avait accès à cette technologie-là. C'est encore, sur le terrain, c'est encore réel, Maxime?
Oui, en effet, dans plein de milieux, ça demeure encore le défi numéro un. Puis évidemment, dès qu'on sort des grands centres, cet accès au numérique qui passe par le réseau, c'est encore un élément important. Puis après ça, ça devient comme quels appareils on a aussi après ça pour pouvoir interagir avec le réseau. Fait qu'on sait que dans plein de milieux encore au Québec, là, c'est le frein numéro un à avancer, à se propulser en avant, puis à passer par-dessus les défis là, qui ont été posés par la pandémie, là, comme tu le disais, là, dans les derniers mois. On s'est retrouvé dans des situations où est-ce que l'école ouvre, l'école ferme, l'école ouvre, l'école ferme, selon les mesures, selon les régions, etc. Fait qu'il a fallu beaucoup de gymnastique comme ça. Puis quand on a l'impression que la technologie n'est pas au rendez-vous, n'est pas là pour appuyer le travail qu'on veut faire, qui est là dans ce cas-ci d'accompagner des jeunes qui sont un peu brassés là, entre la maison et l'école, ben, c'est sûr que ça devient beaucoup plus difficile de le faire. Puis en parallèle de tout ça, bien évidemment, encore faut-il être capable de savoir bien l'utiliser, cette technologie-là. Et puis, tu sais, quand on s'est parlé au printemps 2020, là, on était en mode réaction. Oui. En plein de milieux, on était en mode réaction parce que c'était toutes des choses qu'on voyait venir, mais qu'on se disait qu'on avait le temps. La pandémie, bang! Là, il faut réagir tout de suite. Puis là, c'est pas comme on va réagir quelques-uns puis on verra après. Non, c'est qu'il faut que tout le monde réagisse en ce moment parce qu'on veut continuer à donner... je dis le service, là, ça fait un peu business, là, mais tu sais, on veut être là pour les jeunes, on veut être là pour leur famille aussi, hein, parce qu'il y avait pas mal de monde inquiet à travers tout ça. On veut épauler les acteurs de terrain, dont les profs sont les premiers là, sur la ligne. Puis c'est là que là, à vouloir faire avancer tout le monde, on s'est aperçu que clairement tout le monde n'était pas rendu à la même place. Et ça, dans le même milieu. Là, on parlait d'aspects de différences territoriales, géographiques, mais il y a aussi que dans un même milieu, il y en a qui étaient autodidactes, qui étaient les deux mains dans le numérique depuis un bon bout de temps, qui s'étaient formés par eux-mêmes, qui étaient sortis, qui étaient allés chercher des ressources, qui réseautaient beaucoup, parce qu'il y a quand même un réseau très, très fort là, au niveau des réseaux sociaux. Je pense notamment à Twitter, qui, depuis une bonne dizaine d'années, là, où est-ce que ça échange énormément en éducation. Même chose, un paquet de groupes Facebook sur un paquet de sujets, là. Autant sur des affaires de tous les jours que sur des stratégies pédagogiques, que sur le partage de stratégies à utiliser le numérique et l'inclure dans une perspective pédagogique. Fait que tout ça, c'était bien vivant, mais c'était encore juste comme une pointe de l'iceberg, dans le fond, de toute la communauté éducative qui est sur le terrain, qui se sentait pas obligée de, et là, tout d'un coup, du jour au lendemain, c'était « Oh, OK, il faut le faire », parce que sinon, on peut pas abandonner nos jeunes, on nous le demande, c'est ce qu'on doit faire, c'est notre mission jusqu'à un certain point. Donc là, ça a été de faire cette espèce de... Comment bien élaborer cette différenciation d'accompagnement, oui, des élèves, mais aussi de ceux qui ont à accompagner les élèves. Hein. Tu parlais de train the trainer tantôt, fait que c'est devenu rapidement ça. Puis on a vu que dans des milieux, au niveau des différents centres de services scolaires, que tout d'un coup, à l'intérieur même de l'administration, c'est de dire comme, OK, qui on peut mobiliser pour accompagner tout ce monde-là? Et évidemment, on a pointé du doigt rapidement tous les conseillers pédagogiques. Les conseillers pédagogiques, plusieurs étaient très habiles avec le numérique, d'autres un peu moins. Fait que là, il fallait aussi que les conseillers pédagogiques se mobilisent, se forment, s'entraident entre eux autres pour après ça être capables d'aller donner un coup de main aussi aux enseignants. Même chose localement dans les écoles, de se dire qu'il y avait des enseignants plus dégourdis, il y avait des enseignants ressources qui avaient déjà ça dans leur mandat de faire du défrichage, de la veille, de l'accompagnement, du mentorat au niveau du numérique là, dans les écoles. Puis fait que tous ces gens-là ont été énormément sollicités, où est-ce qu'à un moment donné, on s'est dit comme crime, ils vont être complètement dépassés par les événements. Puis c'est là que, évidemment, tous les acteurs qui agissent autour, qui peuvent venir épauler aussi. Puis évidemment, au cadre 21, on est un de ceux-là. Puis il y en existe plein d'autres. Il y a un écosystème très intéressant là, qui s'est développé autour du numérique en éducation dans les dernières années. On a été très, 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 très sollicités. Puis là, maintenant qu'on a un certain recul, face à cette urgence-là du printemps 2020, on s'aperçoit qu'il y a comme des choses qui vont rester là. Il y a vraiment un mouvement qui s'est passé où est-ce que là, le numérique, on peut plus se dire on attend. Là, c'est-à-dire qu'il faut maintenant l'inclure. Puis là, c'est comment l'inclure de façon équilibrée, comment l'inclure de façon intelligente, comment l'inclure de façon efficace.
évidemment, puis en tenant compte des enjeux, parce que je veux dire, c'est pas une panacée, le numérique en éducation, là, ça règle pas tous les problèmes. Non, c'est ça. Fait qu'il y a des enjeux aussi, puis il faut les voir venir, puis il faut sensibiliser les gens à ça, autant les adultes que les jeunes par rapport à ça. Michel, il y a un point tantôt là, qui était mentionné par rapport à Train the Trainer. J'imagine, Maxime, tu travailles beaucoup avec le public et les plus grosses écoles. Il y avait des profs de gymnastique de mon côté qui m'ont mentionné, on ne peut plus montrer les mouvements aux étudiants en leur plaçant les jambes, en leur faisant faire le mouvement. C'est toute cette transformation-là des méthodes d'enseignement. On leur a montré l'outil, mais on leur a pas vraiment... On a montré l'outil, on a montré comment utiliser l'outil, mais on leur a pas montré comment transposer des méthodes d'enseignement qui utilisaient le tactile, qui utilisaient le mouvement, l'espace, en passant par Zoom. C'est l'accompagnement, j'ai l'impression qu'il a été incomplet à plusieurs endroits, puis que c'est pas la faute des profs, c'est pas non plus la faute des organisations, c'est probablement un manque de compréhension, de ce que moi j'en comprends, un manque de compréhension finalement de ces outils numériques-là, puis de comment on peut les utiliser. Là. Parce que depuis, il faut se rappeler, dans le fond, là, puis c'est sûr que ceux qui sont moins familiers avec le milieu d'éducation au Québec le savent peut-être pas, mais en 2018, le gouvernement qui était là en place avait comme lancé un plan d'action numérique, puis il y en avait eu dans plein de secteurs, dont celui de l'éducation, qui a été quand même très, très important. Puis c'était en juin 2018 là, que ça avait été lancé, puis qu'il y avait comme eu un grand déploiement de dire comme là, on a un plan, on va mettre des budgets disponibles pour les milieux pour que le numérique puisse entrer de façon plus soutenue, puis d'aller au-delà, un peu comme tu le soulèves, Michel, d'aller au-delà de l'aspect comme technique ou mécanique de la chose, puis d'aller dans OK, mais qu'est-ce qu'on fait avec, comment ça peut nous aider à remplir notre mission qui est d'accompagner nos jeunes vers la réussite, là, évidemment. Et puis il reste que on était chanceux un peu dans la malchance jusqu'à un certain point, parce que déjà en 2018 on avait dit OK, il y a un budget pour le matériel qui avait un manque criant dans un paquet de milieux, mais il y avait aussi un budget pour la formation continue qui était là. C'est un plan quinquennal, donc de 2018 jusqu'à 2022-23. Fait qu'on arrive comme un peu vers la fin là, en ce moment de ce plan d'action-là. On est en train de voir quelle sera la suite. Bien hâte de voir là, comment on va nous présenter ça. Ouais. Mais au moins, il y avait ça déjà qui était enclenché. Donc, il y avait déjà des budgets qui avaient été placés pour ça, autant pour du matériel que pour de la formation. Mais là, clairement, en mobilisant en urgence tout le monde en même temps, c'est sûr que là, le système a eu de la misère à l'avaler. Puis rapidement, comme tu l'as dit, Michel, c'est que là, un coup qu'on a passé le mode comme école à distance d'urgence, qui est le printemps 2020, déjà à la rentrée suivante, en se disant comme OK, ben là, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que peut-être qu'on va retourner des fois à la maison, des fois pas. Fait que comment je peux faire une continuité si tout d'un coup, ce que j'avais prévu était vraiment évident et parlant en présence, puis que là, à distance, ça s'y prête beaucoup moins. Comment je peux transposer mes stratégies? Puis c'est là que juste essayer de faire du copier-coller de ce qu'on faisait en présence, en se disant comme on va le faire pareil à distance, comme on pourrait quasiment dire que 50% du temps, c'est sûr que ça ne fonctionne pas. Donc, il faut être créatif. Donc là, on tombe en résolution de problèmes. Si j'ai un problème, quelles sont mes stratégies pour les résoudre? Là, souvent, j'ai besoin d'accompagnement. Puis c'est là qu'on s'est aperçu que, OK, l'accompagnement n'a jamais été aussi important. Évidemment, on ne peut pas avoir un conseiller pédagogique pour un prof non plus. Ça va de soi, comme on n'a pas un prof pour un élève. On n'est pas dans un système 1-1. Fait que c'est sûr que là, on a besoin de ressources qui viennent d'un petit peu partout. Puis on a besoin de plans. Fait que l'année scolaire dernière a été une grande année de OK, ça nous prend un plan. Un plan local dans chaque milieu, de dire comme OK, qu'est-ce qu'on fait avec le numérique, comment on peut accompagner le développement de ces compétences-là pour nos jeunes, mais aussi pour les adultes qui sont là. Puis, on revient souvent à cette notion-là de compétence et non pas juste de connaissance. C'est ça. Compétence, c'est que suis-je capable de faire, dans le fond, avec ça. Ouais, il y avait Mouton Noisette, je vais juste rebondir sur sa question, parce que je trouve qu'il y a un lien avec ce dont on parle en ce moment, le Teach Teacher. Moi, ce qui m'inquiète, ce sont les nombreux articles qui sortent dans les médias qui disent à quel point l'enseignement à distance est un flop pour les jeunes du primaire et du secondaire. Moi, c'est drôle, j'ai l'impression que c'est peut-être un flop parce que oui, on a peut-être eu les outils, mais on n'a pas eu l'encadrement dont on avait besoin pour passer finalement ou pour utiliser ces outils-là pour continuer à transmettre les connaissances, le savoir. Je sais pas toi ce que tu en penses, Maxime. Ben,
il y a effectivement un discours sur la place publique qui a l'air à présenter les affaires comme noir ou blanc. Ouais. De toute façon, c'est sûr que fait que par défaut, c'est sûr que c'est pas noir, c'est pas blanc, c'est dans une palette de gris. Puis dépendant un peu, t'es où, t'es dans quel milieu, c'est sûr que cette palette-là était comme c'était-tu pire, c'était-tu mieux, ça s'est bien passé, ça s'est-tu comme vraiment, ça a vraiment été difficile. Là, il y a un paquet de facteurs qui est là. Puis évidemment, quand on a quelqu'un qui sort dans les médias, peu importe. Puis, il y a des gens de toutes sortes, là. Je ne pointerai pas des noms ici là, à la discussion. Une simple recherche médiatique dans les derniers jours, on peut en relever quelques-uns. C'est que là, on voit clairement qu'il y a un désir de montrer le verre à moitié vide, là, de dire que c'était épouvantable. Parce que pour toute personne qui dit qu'il y a eu des échecs, il y a eu des réussites aussi de l'autre côté, mais comme on a l'impression de voir dans les médias en général, en ce moment, on dirait que le négatif est plus facile à ressortir. Puis ceux qui ont le goût de dénoncer du négatif, on dirait qu'ils se sentent investis d'une mission de le dire, alors que quand ça va bien, les gens continuent de faire ce qu'ils ont à faire. Puis des exemples de grands succès dans l'école à distance qui s'est passé là, de toutes sortes de façons, avec des activités créatives, des activités d'accompagnement où est-ce que les parents ont été informés aussi de ce qui se passait, parce que c'est bien d'avoir les parents aussi, surtout au primaire, là, particulièrement, de les avoir dans le coup, qu'ils soient bien informés, qu'ils sentent qu'ils sont informés sur ce qui se passe là, dans la réalité de leur enfant. Des exemples fantastiques, il y en a plein. Puis tu sais, face à des éléments comme ça, moi, je sais que dans un groupe Facebook, il y a plusieurs milliers de personnes qui sont dedans, qui parlent d'évaluation. À un moment donné, j'ai partagé l'hiver dernier, une lettre qu'on avait reçue ici à mon centre de service scolaire où est-ce que mes enfants vont à l'école. La directrice de notre école, en collaboration avec d'autres directions de d'autres écoles primaires, écriture collaborative, on établit un plan de match pour expliquer comment on pourrait voir l'évaluation autrement, surtout dans un contexte d'aller-retour, maison, tout ça, que les enfants ont à produire des choses des fois via le numérique, etc. Puis tout ça était bien expliqué aux parents, ça a été partagé. Puis moi, j'ai partagé ce super artefact qui montre que justement, quand on prend le temps de travailler en collaboration, dans une perspective numérique aussi, hein, ces gens-là ne pouvaient pas se rencontrer en présence pour élaborer tout ça. Et puis, ça a déferlé dans un paquet de milieux. J'ai eu un paquet de demandes pour avoir la lettre. On veut la contextualiser dans notre milieu. Fait que pour chaque personne qui dit que c'est épouvantable, moi, dans ma classe, j'ai vu juste des mines basses pendant toute une session de temps. Ben, il y a un paquet d'autres exemples qui sont extrêmement probants. Puis, sur ça s'est bien passé. On a réussi à développer ce qu'il fallait développer avec les jeunes. Puis que, évidemment, là, tout le monde est en déséquilibre quand même. Parce qu'il faut revoir le modèle de l'école où est-ce que d'habitude, c'était un peu unidirectionnel, c'est-à-dire l'école sait, l'élève sait pas, et l'école déverse. Alors que là, évidemment, dès qu'on décentralise l'élément où est-ce que même l'élève ne se présente plus à l'école, ben c'est sûr que cette espèce de relation très unidirectionnelle ne tient plus à route. Il faut qu'elle soit beaucoup plus bidirectionnelle. Puis je pense que c'est fondamentalement cette culture-là qui est un peu brassée. Est-ce que des fois, il y en a qui vont trop loin? Est-ce que des fois, ça a été trop... est-ce qu'on a laissé trop les gens trop autonomes, pas assez accompagnés? Là, évidemment, là, à travers tout ça, mais je pense que pour chaque personne qui dit que ça n'a pas de bon sens, il y a une histoire qui dit que c'est fantastique, puis c'est créatif, puis c'est original, puis c'est extrêmement positif et motivant ce qui s'est passé de l'autre côté. Là. Fait que le verre à moitié plein aussi. Oui, c'est ça. Je vous rappelle qu'on est en podcast, en direct, sur Twitch ou en audio, sur YouTube aussi, avec Maxime Pelchat du Cadre 21, stratège numérique au Cadre 21, conférencier maintenant, une belle tête d'éducation, puis je dis pas ça à cause de sa flamboyante chevelure. Jean-François. Ah non, c'est pas pire. Oui, vas-y, Michel. J'avais envie de rebondir sur ce qu'il disait par rapport à la décentralisation, ou tu sais, l'idée finalement, c'est plus unidirectionnel. Je vais le dire avec des vrais mots, unidirectionnel. Je me souviens d'une certaine époque, ça a très mon âge, là, mais quand on mettait la TV dans la classe, puis qu'on arrivait, puis qu'il y avait toujours moi ou un autre qui connaissait un peu ça, puis vous avez mis la TV au 3. L'élève connaissait déjà plus la technologie que le prof. J'ai l'impression que là, ça a
pris des ampleurs parce que les jeunes sont encore plus éduqués que nous autres sur l'utilisation de ces outils-là. Les profs n'étaient pas toujours prêts. Fait que je sais pas comment tu as vécu ça, cette situation-là. Les élèves étaient-tu mieux préparés que les profs en général? Ça dépend. Et puis je pense qu'il faut le voir de toutes sortes de façons. Puis c'est pour ça que je trouvais intéressant. Il y a eu un gros document là, qui circule beaucoup dans le milieu d'éducation qui s'appelle le cadre de référence de la compétence numérique, là, qui voulait un peu cartographier quelles sont toutes ces compétences que quelqu'un devrait développer pour être à l'aise maintenant qu'on est à l'ère numérique, puis que le numérique fait partie de nos vies, puis qu'on n'a pas comme une vie numérique puis une vie dans le monde réel, là, que tout ça s'entrecroise dans le fond à tous les jours. Fait que quelles sont les compétences que les gens devraient développer, et ce, de tout âge et comme en continu, évidemment. Oui. Puis, c'est sûr que ça ramène sur deux choses. Puis d'ailleurs, au centre de cette... puis on pourra donner la référence là-dessus. Il y a juste à taper cadre de référence de la compétence numérique, puis on trouve le document ministériel là-dessus. Mais au centre de ce concept-là, il y a deux éléments. Il y a 12 dimensions, il y en a 10 qui sont autour, mais il y en a 2 qui sont comme au cœur. Puis celle qui est vraiment au cœur, c'est l'aspect éthique, hein, être comme un citoyen éthique à l'ère du numérique. Puis juste en périphérie de ça, il y a d'être capable de développer ses habiletés numériques. Fait qu'il y a l'aspect de comment utiliser, comment faire, comment maîtriser, mais au centre de ça, il y a aussi comment reconnaître les limites, comment reconnaître le potentiel, comment reconnaître les risques de dérapage, les dangers, etc., qui sont là. Puis on pourrait parler de notre relation à l'information, qui circule, etc. Fait que c'est de dire que oui, on peut sembler que certains peut-être intervenants en éducation se sentaient moins habiles que leurs élèves par rapport à ça, mais sur l'esprit critique qu'il faut avoir sur le numérique, là, on ne peut pas penser que par défaut, des jeunes ont cet esprit critique-là face à l'utilisation du numérique de toutes sortes de façons, que ce soit, on parle de confidentialité, on parle de droit à la vie privée, on parle de droit d'utilisation des images, tous ces éléments-là. Fait qu'il y a comme... C'est pour ça, ça revient un peu comme tu le soulevais, Michel, hein, l'aspect unidirectionnel, tout d'un coup, avec cette évolution très rapide au niveau technologique qui fait que certains ont l'impression d'être à bout de souffle devant toutes les nouvelles applications, les nouvelles plateformes qui existent, de dire comme « Ah, mais mon Dieu, mais ça marchait ce que je faisais avant, pourquoi je dois être obligé de changer? » Il y a un essoufflement de tout ça, évidemment, que les jeunes n'ont pas parce que les autres, ils s'organisent avec ce qui est là. C'est là, c'est disponible, je l'utilise. Les plis ne sont pas encore faits. Par contre, il y a cet accompagnement nécessaire pour avoir un citoyen bien allumé avec le numérique. Hein, on le disait tantôt, le numérique, c'est pas une panacée, puis ça va pas régler tous les problèmes en éducation. Puis quand on soulevait en commentaire tout à l'heure dans le Twitch, de dire qu'en ce moment, il y en a qui démonisent tout ce qui s'est passé du numérique dans la dernière année au niveau scolaire. Mais ça demeure avant tout un élément. Il faut accompagner les jeunes à devenir à l'aise avec ça. Puis il faut se dire que l'école ne doit pas nécessairement être une bulle complètement hermétique au reste de la société. Puis c'est pas de dire bienvenue aux GAFAM tout le temps. Là. Non, c'est ça. Il y a comme deux extrêmes là-dedans, là-dessus. Fait que c'est pas de dire comme oui, on ouvre tout, puis non, on refuse tout. L'école doit trouver son point d'équilibre. Puis je pense que c'est ça. Là. Avec la pandémie, il y a eu comme un déséquilibre de ça. On vient changer un peu la culture, puis on vient... S'il y a un élément qui reste, c'est de dire que l'école se doit d'être encore plus bidirectionnelle maintenant entre l'apprenant, sa famille, et évidemment ceux qui font partie de l'institution en tant que telle aussi, puis cette relation-là, elle se modifie. Fait que c'est normal, on est comme dans une période houleuse, surtout que ça s'est passé en urgence là, pour commencer, pour donner un grand coup. Mais ça, c'est sûr que ça va rester pour le futur. Puis il faut que l'école se garde cette mission-là d'accompagner les jeunes à avoir une bonne tête pour devenir un citoyen éclairé à l'ère du numérique. Là. C'est même plus un citoyen numérique, là, c'est un citoyen à l'ère du numérique. Oui. Le numérique fait partie de nos vies. Fait que le citoyen moderne doit être en partie numérique, hein, c'est ça. C'est en plein ça. Maxime, question qui tue. Là, on a un chat qui est super actif aujourd'hui. Là, c'est vraiment le fun. Merci tout le monde de nous faire part de vos commentaires. Là. La différence entre le privé et le public n'a pas été mis justement
est-ce que la grande différence entre les deux formules a pas été justement mise en lumière avec la pandémie, ou il y a peut-être un côté qui était plus apte à réagir rapidement à une situation plutôt que l'autre? Qu'est-ce que tu en penses? Ben, c'est sûr que ça a mis une lumière là-dessus, qu'il y avait une différence, dans le fond, entre les établissements privés et les établissements publics. Puis, là, il y a un paquet d'éléments, il y a un paquet de variables à travers ça. Oui. Mais une chose qui a été mise en lumière plus particulièrement pendant la dernière année et demie, c'est probablement aussi une question de modèle. C'est-à-dire qu'en ce moment, les écoles qu'on dit privées sont avant tout des écoles autonomes. Hein. Ils ne sont pas 100% privés, ils sont en partie subventionnés aussi pour leur fonctionnement. Mais c'est le modèle. Une école privée au Québec, c'est une école qui a beaucoup d'indépendance d'action dans son milieu. Oui, elle est toujours soumise à la loi de l'instruction publique. Elle a un paquet de comptes à rendre. Les programmes sont les mêmes, etc. Par contre, sur le comment on va faire les choses, comment on s'organise en équipe localement pour faire les choses, il y a beaucoup d'autonomie, de flexibilité. Ce qui, dans le public, ce qu'on a vu, c'est que ça a pris des fois plusieurs. Puis ça aussi, c'est très inégal, comme d'un centre de service scolaire à l'autre. C'est que dans le déploiement du plan d'action, du moment où est-ce qu'on avait les consignes claires qui émanaient du ministère, bien, de voir que là, il y avait toute une cascade administrative pour en venir à poser des actions concrètes qui se répercutaient jusque dans des écoles. Puis on a vu que dans plein d'écoles publiques, il y a des équipes écoles, direction, profs qui se sont retroussés les manches en disant qu'on n'attendra pas, dans le fond, d'avoir un plan tout fait en haut. On a des besoins maintenant, on agit, puis on ajustera au fur et à mesure. Mais ça aussi, ça démontre que on revient encore là, Michel, à le côté unidirectionnel de dire qu'on va attendre ce que le ministère va nous dire pour agir sur le terrain. Non, il y a peut-être un aller-retour de se dire que dans le milieu, on sait qu'est-ce que nos jeunes ont besoin. Si ce n'est que dans le cas de l'année pandémique, de se dire qui a besoin d'appareils, qui n'a pas de réseau chez eux, il y a juste l'école qui est en mesure de le savoir. On ne peut pas s'attendre à ce que le grand centre de services scolaires ait réponse à cette question-là, puis non plus le ministère. Là. Fait que c'est aussi ce modèle très centralisé, très hiérarchique qui a été brassé là, dans la dernière année, puis que là, quand on regardait ça comme froidement de l'extérieur, on se dit, mais mon Dieu, dans les écoles privées, il me semble ils se sont virés comme ça, alors que dans les écoles publiques, ça a pris beaucoup de temps, puis c'était très inégal d'une place à l'autre. Mais c'est avant tout une question systémique, là. C'est une question organisationnelle. C'est des processus qui sont en place où est-ce que dans un milieu plus réactif, on est capable de réagir. Puis dans un milieu où est-ce qui est très, très, très encadré et hiérarchique, ben là, il faut attendre la cascade de décisions. Puis ça peut prendre énormément de temps avant que ça arrive. Mais là, puisqu'on était dans une situation d'urgence, parce qu'on voulait que les choses se passent vite et que notamment que l'école se poursuive, hein, on voulait pas laisser nos jeunes à l'écart de l'école trop longtemps, ben c'est sûr que là, ça a comme mis en lumière encore plus cette différence-là. Ah mon Dieu, dans plein d'écoles privées, ils sont déjà repartis alors que dans le public, ça tarde. Mais moi, je redonne l'exemple ici, mes enfants vont à l'école publique, l'école de quartier ici au primaire. Puis l'équipe locale, gros leadership de la direction, je salue Mme Marie-Ève, dans ce cas-ci l'année passée, avec les allers-retours, justement, maison-école, puis ils se sont retroussés les manches, toute l'équipe adhère au plan, puis on va de l'avant, on fournissait des appareils aux jeunes qu'on avait identifiés comme c'est sûr qu'eux autres, ils n'en ont pas à la maison. Il y avait toute une administration qui était faite, puis c'était un travail d'équipe. Fait que là, il y a un modèle un peu comme qui est là depuis des décennies, qui est en train d'être remis en question, là, et ça, tu sais, jusque dans les hautes sphères du ministère aussi, là, où est-ce que les façons de fonctionner, c'est de dire comme hey, on est-tu assez capable d'être réactif par rapport à ces choses-là? Est-ce qu'on est capable d'avoir j'allais utiliser l'anglicisme d'input, d'avoir comme les données du milieu pour être sûr d'avoir de prendre les bonnes décisions, les bonnes orientations, puis en même temps, à travers le Québec, des villes, des banlieues, des régions plus éloignées, comment faire une mesure qui fonctionne partout. Oui, c'est ça. Fait que ça aussi, là, ça veut dire qu'il faut comme décentraliser, laisser plus de flexibilité dans les différents milieux. Puis de toute façon, clairement, le numérique peut nous aider à le faire, peut nous aider à nous coordonner à travers ça. Fait que il y a une belle occasion
de moderniser tout ça là, qui vient de se présenter à la lumière de ces constats-là. Mais là, on va me dire que je suis peut-être un peu biaisé dans le fond parce que j'ai travaillé au milieu privé dans mes 15 années comme prof, puis que là, tu sais, je suis comme un OBNL qui est adossé au réseau privé, mais au quotidien, je travaille avec du monde du public tout le temps. Du public, c'est ça. Puis c'est ce que je ressens. Puis il y a, encore une fois, pour autant de milieux où est-ce que ça s'est pas bien passé, il y a des milieux publics que ça s'est super bien passé aussi, mais ça fait moins les manchettes. Oui, mais c'est ça. On aime mieux parler du chien écrasé plutôt que de la réussite de quelqu'un. Puis c'est clairement aussi quelque chose qui a été mis en lumière, encore une fois, pendant la pandémie, où les bons coups sont un peu pensés, surtout en éducation, puis même avec les PME, on l'a vu avec Michel, les bons coups sont un peu pensés sur le silence. On a beaucoup plus mis de l'avant tout l'aspect défaitiste, noir, pas bon, qui marchait pas, c'était l'horreur, mais il y a eu des belles choses qui sont faites pendant ce temps-là aussi. Puis je pense qu'en éducation, on n'a pas assez mis ça de l'avant. Il y a quelque chose qui est quand même super intéressant. Maxime, je voulais voir quelque chose avec toi avant qu'on se quitte. On est déjà rendu à 36 minutes quand même. Mm-hmm. Quand on s'est parlé au mois d'avril l'an dernier, on parlait déjà des étudiants, des élèves qui étaient... que leur portefeuille d'attention était plus limité envers le professeur, surtout en switchant vers le numérique, étant donné que leur professeur est maintenant vu comme une personne qui est en compétition avec les grandes plateformes, avec Twitch, avec YouTube, avec TikTok, où les jeunes maintenant consomment de l'information de manière très rapide, avec un certain tempo. Hein. On le voit sur Twitch, on le voit sur YouTube. Il y a un tempo, il y a une manière de faire. Quand il arrive avec un professeur qui est peut-être plus monotone, ou pour reprendre Michel, dire un prof de géo, là, on se fait la mauvaise idée d'un prof de géo, là, mais d'être capable de voir ça, qu'est-ce qu'il y en est post-pandémique? Ben, ça aussi, ça vient comme brasser un peu la culture. Vous excuserez peut-être le bruit de fond. Il n'y a pas de problème, c'est correct. Ça fait partie du télétravail. C'est ça. On pourrait même les inviter s'il y avait quelque chose à dire. Mais, avec plaisir. Ouais, j'allais dire. Moi, je suis en train de faire perdre mon idée là-dessus. C'était qu'est-ce qui a changé? Oui, ben c'est ça. Évidemment. Là, on consomme notre information différemment, puis c'est drôle parce que j'avais justement une présentation avec des profs dans un centre de service qui est en journée pédagogique aujourd'hui, puis qui est en journée de formation. Puis j'étais à un des ateliers possibles, puis je parlais un peu de cette approche-là, de comment c'est un atelier sur les langages augmentés, puis comment le numérique peut nous aider à prendre ce qu'on fait déjà, puis de lui donner, dans le fond, cette espèce de dimension plus collé à la réalité numérique, et ça sans niveler par le bas, sans mettre ça plus facile, sans être l'école du bonheur, comme certains détracteurs du numérique en éducation disent, là, qu'à chaque fois qu'on met un peu de numérique, c'est parce qu'on veut juste avoir du fun, puis qu'on oublie que tout ça, c'est du travail. Mais force est de constater que notre rapport à l'information, il a changé, puis que ça demande de rebrasser un peu nos affaires. Est-ce que ça veut dire que chaque prof doit devenir un YouTuber, puis d'avoir sa chaîne animée avec des nouvelles vidéos tout le temps? Non, la question n'est pas là. Mais c'est sûr qu'il faut prendre acte même dans notre vie de tous les jours, on consomme notre information de façon plus diversifiée. Donc, c'est normal qu'il y ait comme un pendant dans l'aspect scolaire, où est-ce que comment on présente notre information aux élèves, comment eux-mêmes les élèves nous envoient leurs travaux, comment ils l'écrivent, comment ils démontrent dans le fond qu'ils ont compris, comment ils bâtissent des projets. C'est sûr que le numérique nous permet des choses qui étaient impossibles avant. Puis l'important, c'est toujours, puis c'est ce qui est dit dans à peu près toutes les journées de formation de profs, c'est que c'est l'intention pédagogique qui compte. Ce qu'on veut, s'il y a une intention d'apprentissage en premier, puis après ça, le numérique devient un levier, il devient un outil, dans le fond, pour le faire. Puis ça, évidemment, il y a un intérêt plus grand là, qui est ça. Puis ça, nous, on l'a vu chez nous au Cadre 21 avec nos auto-formations qui parlent plus précisément de certaines compétences numériques qui permettent de l'intégrer dans notre enseignement. Mais c'est ça,
il faut prendre acte de tout ça et de diversifier. Puis c'est sûr que là, l'ère de j'achète un cahier puis je fais mon année au complet sur ce cahier-là et que chaque cours ait un nouveau, comme quelques pages de ce cahier-là, c'est sûr que il faut maintenant un peu briser ce moule-là et qui vient d'ailleurs aussi complètement venir remettre en question des éléments qui étaient là, même structurellement, par rapport au système d'éducation sur d'où vient le matériel, comment on peut être comme attesté qu'on a un matériel conforme au programme. Mais là, il y avait les maisons d'édition qui avaient du matériel physique qui est imprimé pendant des années. Là, maintenant, on a des petites startups, des entreprises plus établies qui proposent des solutions numériques purement éducatives qui sont vraiment destinées à être utilisées par des profs. Puis d'amener le numérique en classe, qui là disent c'est parce que nous aussi, c'est du matériel pédagogique, nous aussi, on peut être conforme, nous aussi, on respecte dans le fond les programmes. Puis il y a une super association qui est l'association EdTech, que vous pouvez aller voir, là, où il y a comme tout un rassemblement de ces jeunes pousses québécoises qui œuvrent dans le numérique en éducation, puis qui essayent de démontrer que ça aussi, c'est important. Puis là, évidemment, inévitablement, il y a un peu un bras de fer entre ceux qui sont déjà là puis les nouveaux qui arrivent, puis comment tout ça est en train de se transformer. Les maisons d'édition elles-mêmes sont en train de numériser, on pourrait dire, leur offre de contenu, leur offre de matériel pédagogique, etc. Fait qu'il y a toute une métamorphose qui est en train de se faire. On vit en éducation une période très effervescente dans ces mutations-là, qui évidemment, certains trouvent que ça change trop vite, ça change trop raide, ça change dans une sphère que ça ne devrait pas changer. Fait qu'il y a des débats très vivants, là, dans le fond, qui sont là autour de ça, mais c'est sûr que moi, c'est pour ça que je me sens très choyé de travailler au cœur d'un organisme qui a comme mission, dans le fond, d'appuyer le développement professionnel, parce que là, on peut dire que la formation continue pour tous les acteurs en éducation, c'est pas un must, là, c'est essentiel. Oui, c'est ça, on n'a pas le choix de passer par là. Jusqu'à un certain point, j'oserais dire en terminant que c'est un peu de se dire qu'il faut être le cordonnier bien chaussé. Hein? Un prof qui veut que ses élèves soient en mouvement d'apprentissage tout le temps devrait le modéliser, devrait montrer l'exemple en étant lui-même en mode apprentissage tout le temps, puis en révisant ses façons de faire, puis en ajustant toujours pour avoir le meilleur résultat possible. Oui. Michel, dans le chat, c'est ça, vas-y. Ça me fait réagir parce que, tu sais, à une certaine époque, je me souviens, j'étais peut-être comme en avance sur le groupe parce que j'allais sur Wikipédia prendre l'information puis je vérifiais d'où l'information sur Wiki venait. Mais il y avait certains profs, c'était non, l'information de Wikipédia, c'est à bannir complètement. Wikipédia, c'est pas une bonne source, c'est en ligne. Puis ça, ce réflexe-là, j'ai l'impression qu'il faut que les profs s'adaptent parce qu'il y a du super bon contenu. Je regarde sur YouTube. Il y a des experts, même sur TikTok, on va parler de TikTok vu qu'il y a quand même un préjugé envers TikTok. Il y a des experts qui passent par là pour transmettre de l'information de super bonne qualité. Et quand on dit que les profs, ils peuvent plus se contenter, c'est ça qui m'a fait réagir dans tout ce que tu disais, les profs peuvent plus se contenter d'acheter un cahier. Écoute, je me souviens des rencontres de profs qu'on avait qui disaient moi je suis rendu au 3e chapitre du cahier. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est plus viable, ça marcherait pas. Il faut trouver d'autres sources, il faut créer du contenu ou les alimenter en contenu aux étudiants? C'est sûr qu'il y a... c'est peut-être plus facile dans un passé pas si lointain de se dire qu'après 3, 4, 5 ans d'une bonne préparation de cours, puis qu'on l'a vécu, on l'a rodé, puis on a ajusté, de se dire qu'après ça, j'ai la bonne recette, puis là, on peut rouler avec ça là, pendant un bon bout de temps. Là, il reste que le milieu de l'éducation en ce moment est un milieu où est-ce que ça brasse beaucoup. Il y a du manque de personnel, les tâches sont bien pleines aussi. La profession en elle-même est en mutation aussi parce que c'est de dire comme OK, fait que finalement, quand je suis quelqu'un qui a un certain nombre d'années d'expérience, j'ai un poste permanent, fait que je peux m'asseoir puis comme me laisser couler là-dessus. Là, ça devient impossible parce que tout change. Puis si ce n'est que, dans le fond, cet aspect-là de rapport à l'information, comme tu l'expliques, Michel, lui-même change, puis tu as raison, quand j'ai commencé à enseigner il y a une bonne quinzaine d'années, effectivement, Wikipédia, pour plein de profs, c'était comme non, il n'y a rien de fiable, alors qu'aujourd'hui,
on le sait, quand les pages sont bien faites, comment on peut avoir toutes les références, puis tout ça peut se corriger, tout comme on peut avoir des super documentaires, émissions bien bâties là, qui sont déposées sur des chaînes YouTube qui sont bien faites, des tutoriels fantastiques pour apprendre à comment faire des choses. Puis au début de YouTube, là, au milieu des années 2000, c'était comme, ben non, il n'y a rien de bon pour l'éducation. Fait que ça prend toujours de ces, on pourrait dire, de ces défricheurs, là, ceux qui partent en éclaireur, puis qui se disent, il y a sûrement moyen, puis je vais utiliser ce terme-là, il y a sûrement moyen de faire un détournement pédagogique avec ce nouvel élément-là. Puis tu sais, moi, je me souviens encore, comme c'était hier, quand l'iPad est arrivé. Ah oui. Quand Apple a présenté ça, puis que là, déjà dans la population en général, ça disait comme, ben voyons, c'est comme plus petit qu'un ordi, il n'y a pas de clavier, c'est plus gros qu'un téléphone, je peux pas apporter ça, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Puis on a vu qu'il y a eu rapidement un intérêt pour le milieu d'éducation en disant comme, ben peut-être là, on a un outil simple et léger qui pourrait être utilisé en éducation. Puis ça a entré quand même assez vite, puis on a fait un détournement, là. Puis là, il y a des gens, on va peut-être développer des applications qui permettent aux enseignants de pouvoir faire ci, de pouvoir faire ça. Puis là, tout d'un coup, il y avait des possibilités qui étaient là, autant pour le prof que pour les élèves, de faire des choses, c'est encore un aspect d'augmenter des éléments qu'on peut faire, des productions qu'on peut faire qui étaient comme peut-être impossibles ou qui demandaient énormément d'artisanat, là, qu'on n'a qu'à penser à faire un petit clip vidéo. Puis il n'y a pas si longtemps, dans une école, là, il fallait comme trouver une caméra vidéo, puis après ça, importer, tu sais, quand on avait fait toute notre capture vidéo, importer dans un ordi, en temps réel, tout le fichier vidéo qui était là. Pour un prof qui avait le goût de faire autrement, puis de dire comme, je vais intégrer ce nouvel aspect numérique de vidéo et d'informatique dans le cadre de projet de mon cours, c'est sûr que ça y prenait comme 4-5 fois plus de temps que n'importe quel autre travail pour couvrir le même bout de matière ou développer ultimement le même genre de compétences. Alors que là, des outils comme l'iPad, c'est de te dire comme, OK, mais là, tu as ta caméra intégrée, tu as ton application de montage intégrée, puis go. Puis évidemment, les jeunes ont sauté là-dessus rapidement, puis essayent des fois d'imiter des styles qu'ils voient dans d'autres sortes de vidéos que nous, on connaît moins aussi. Puis on parle de TikTok aussi, là, qui est le phénomène en ce moment là, d'une autre appropriation de la vidéo. C'est sûr qu'il y a du détournement pédagogique à faire avec TikTok aussi. Là. Mais encore, puis là, je me replace, comme je disais tantôt, ce qu'on veut, c'est que le prof soit capable d'avoir l'intérêt d'aller voir quel est le potentiel pédagogique, mais quel est le potentiel d'apprentissage pour, voir les côtés positifs, mais peut-être aussi déjà de pointer des éléments comme, OK, ça, c'est la zone danger, la zone défi. Là, ici, il y a des affaires qu'on peut se poser des questions éthiques sur telle chose qui est là. Fait qu'il y a encore une super belle occasion d'éducation qui est là dans cette appropriation-là au nouveau médium, dans le fond, là, qui nous sont disponibles grâce au numérique. Là. Ben oui. Maxime, on arrive à la fin du podcast. Encore une fois, c'est tellement intéressant à voir, ça n'a absolument aucun sens. C'est tellement pertinent, puis c'est éloquent. Et tu vis sur le terrain en plus, fait que ça nous donne, moi de mon côté comme consultant, parce qu'on se connaît un peu en dehors, mais vraiment on s'y rencontrés, on s'est croisés à quelques reprises dans des conférences. Ton input est tellement important pour ce que moi je fais comme apport aux entreprises, aux PME, mais est-ce que justement tu viens compléter le bout qui me manque, ce qui se passe sur le terrain, où est-ce que ça s'en va, c'est tellement pertinent. Maxime, je t'invite à rester 2 minutes avec nous, le temps qu'avec Michel, la semaine passée, on n'a pas pigé de sujet. Mais là, la semaine prochaine, on parle de quelque chose de différent. On parle de quoi la semaine prochaine, Michel? On va le savoir dans 30 secondes. On va le savoir dans 30 secondes, le temps que je garoche mes affaires à terre, comme je viens de le faire. C'est un classique. On continue un peu dans la même idée, mais on parle de stratégie. Stratégie générale, stratégie point. Ça peut être de la stratégie d'éducation, de la stratégie marketing, de la stratégie numérique, de la stratégie comment devenir un bon citoyen à l'ère numérique. Donc, on va être capable de se casser la tête la semaine prochaine un peu là-dessus, puis de voir qu'est-ce qu'on fait. C'est quoi une stratégie? Hein? On peut juste partir avec ça, ça aiderait déjà bien du monde. Je suis bien d'accord avec toi. Parce que c'est tellement galvaudé, puis je veux dire... Tout le monde fait de la stratégie. Tout le monde vend des stratégies à faire. Là. Non, je pense que ça va être important au moins de partir en disant c'est quoi une stratégie puis pourquoi c'est utile. Là. Ah oui.
Écoute, généralement, je fais quelque chose de beaucoup plus long comme outro, mais je veux pas voler le spotlight à Maxime. Écoute, t'as été ultra populaire dans le chat. Plusieurs super bonnes questions qui ont été là. On en a soulevé plusieurs. Il y a des belles interactions qui sont là. Je te remercie tellement beaucoup d'être passé sur le podcast. Tu passes quand tu veux. Tu es un ami du podcast, tu es un invité en or, tu viens quand tu veux. Ça me fait toujours plaisir de te voir. Michel, de ton côté, mot de la fin. Ah, merci Maxime d'avoir été là. Écoute, j'ai l'impression que j'aurais pu voler la place à Jean-François parce que j'ai tellement de questions que j'aurais jamais abordées avec toi. Fait que ouais, t'en reviens quand tu veux. J'ai une liste de questions interminable à t'envoyer au besoin. Ah, ben, ça me fera plaisir d'en faire un rendez-vous plus régulier qu'une seule fois par année. Là. Moi, c'est toujours un plaisir, c'est vraiment partagé. Puis moi, je trouve ça toujours super de voir qu'on peut déverser, dans le fond, comme d'un secteur à l'autre, de pointer des éléments qui sont communs. Fait que le milieu d'éducation, des fois, on a une petite tendance à vivre dans une espèce de bulle hermétique qu'on se jase entre nous autres. Fait que moi, je trouve ça toujours important. Tu sais, quand tu disais tantôt, je suis sur le terrain, c'est sûr que je le suis moins qu'avant. Je suis plus en classe avec des élèves, mais dans la position où je suis, je parle encore avec beaucoup de monde, puis j'ai un peu comme l'espace-temps pour regarder la forêt puis pas juste regarder mon arbre. Fait que ça me fait toujours plaisir de venir en parler là, si vous avez le goût de jaser d'éducation encore dans le futur. Ah, c'est un des points qu'on a de discussion qui revient parce qu'on oublie trop souvent que l'éducation, ben, c'est un passage parce que c'est eux qui vont devenir les entrepreneurs de demain, c'est eux qui vont devenir les employés des PME. S'ils sont mal formés, mal informés ou qui n'ont pas aimé s'éduquer, mais par la suite, justement, être capable de faire de la formation continue peut devenir problématique pour certains employés. Mais c'est peut-être un sujet de prochain podcast, comment être capable d'attirer les personnes à la formation continue quand eux ont eu des mauvaises expériences en éducation. Il y a de quoi à faire avec ça. Mais pour ce qui est du podcast d'aujourd'hui, je remercie tout le monde qui était dans le chat. Merci énormément. Merci à toutes les personnes qui sont passées. On a eu plusieurs personnes qui étaient là, qui ont commenté. Je vous remercie énormément. Michel, merci de ta présence qui était un peu différente aujourd'hui. Généralement, c'est toi qui pars dans des envolées. Aujourd'hui, tu étais plus animateur de chat, mais je te remercie de t'être prêté au jeu. Puis Maxime, ben, encore une fois, c'est génial. Merci. Continue l'excellent travail que tu as avec le cadre 21. Maxime, si on veut te rejoindre, on peut te rejoindre à quel endroit? Ah mon Dieu, ben là, un peu partout. Là. Je suis pas mal le visage des médias sociaux du cadre 21, fait que c'est assez facile à me trouver, notamment sur Twitter, sur LinkedIn. C'est peut-être les deux endroits ou directement via cadre21.org, on peut me trouver aussi. Fait que je me suis pas tenté un site personnel, mais ça sera peut-être une discussion comme d'un autre. C'est encore un work in progress. Là, fait que je vous reviendrai avec ça. Oui, j'invite les gens, je viens de le partager d'ailleurs, j'invite les gens à aller faire un tour dessus sur le maximepelchat.com où tu recenses justement les articles, les conférences que tu as fait. C'est un point de chute super intéressant pour savoir un peu les différentes nouveautés, au moins en éducation, par rapport au numérique, puis par rapport à plein de choses pas mal plus larges. Maxime, merci beaucoup. Michel, si on veut te rejoindre? J'ai pas envie de voler le punch à Maxime. Fait que Card21.org, allez voir, découvrir ça, c'est super intéressant. Card21, encore une fois, super belle organisation. Je vous invite à aller les voir. Je te remercie d'être passé dans le podcast. Puis pour toutes les personnes qui nous suivent couramment, que ce soit par Twitch, que ce soit par différentes plateformes en audio ou en vidéo sur YouTube, n'hésitez pas, abonnez-vous, suivez-nous, puis allez donner un peu d'amour à Maxime Pelchat sur son site web, ses différentes plateformes. Il y a plein de choses à faire là. Je vous remercie énormément à tous et puis on se revoit très bientôt dans un prochain podcast. À la prochaine. Au plaisir.